Joyeux Noël, chérie. Voici ton cadeau. La vérité. J'ai encore du mal à croire que tout ça soit réel. J'ai 34 ans et je viens de vivre le divorce le plus dingue de l'histoire. Il faut que je vide mon sac. Mon ex-femme, Jennifer, et moi avons été mariés pendant 6 ans. Le plus fort, c'est que pendant tout ce temps, je lui ai caché ma véritable identité et à quel point j'étais blindé. Avant notre rencontre, j'avais fait fortune dans la tech et le capital risque. À 28 ans, j'avais déjà mes premiers millions. À 30, je gérais un portefeuille qui en valait des centaines. J'ai rencontré Jennifer lors d'une soirée de networking. C'était une entrepreneuse ultra déterminée qui essayait de lancer son cabinet de conseil. Je suis tombé raide dingue d'elle. À l'époque, j'ai pris ce qui me semblait être une décision romantique, mais avec le recul, c'est probablement là que tout a commencé à foirer. J'ai décidé de financer secrètement ses rêves de business, tout en me faisant passer pour un mec lambda de la classe moyenne. Je suis devenu l'investisseur principal anonyme de sa boîte, injectant environ 80% du capital via des sociétés écrans et d'autres montages. Elle n'avait aucune idée que le mystérieux Sugar Daddy, qui maintenait sa boîte à flot, était en fait son petit ami, puis son mari. Pour ne pas griller ma couverture, j'ai totalement changé de personnage. Je prétendais avoir un job de consultant bidon qui payait genre 75 000 $ par an. Je faisais mes courses dans des magasins de déstockage, je faisais semblant d'être surexcité par les bacs de promo, je roulais dans une berline basique et globalement, j'agissais comme si je devais surveiller chaque centime. Pendant ce temps, je versais discrètement des millions dans son entreprise. Je lui achetais des bijoux hors de prix en prétendant que c'était des bijoux de famille, et je finançais un train de vie qu'elle pensait devoir uniquement à son flair pour les affaires. Jennifer est devenue la PDG de ce qu'elle croyait être une entreprise bâtie à la force du poignet. Elle donnait des interviews sur l'art de se lancer sans un sou et de se défoncer au travail, sans savoir que chaque fois que sa boîte frôlait la faillite, ce qui est arrivé 4 fois quand même, je réinjectais discrètement des fonds pour la sauver. Je me disais que je faisais ça par amour, que je voulais qu'elle ait le sentiment d'avoir réussi par elle-même, sans penser qu'elle devait tout au fait d'avoir épousé un riche. Mais honnêtement, tout était foireux dès le départ. Bâtir un mariage sur un mensonge pareil, même avec de bonnes intentions, c'était courir à la catastrophe. Mais je me persuadais que c'était noble. Et puis, en décembre dernier, tout a explosé lors de la fête de Noël de sa boîte. La soirée avait lieu dans une salle de réception ultra chère en centre-ville, le genre d'endroit qui te facture un bras juste pour la location. Jennifer m'avait choisi une cravate d'un vert flashy atroce, en me disant que ça me donnait un air festif et sophistiqué. J'avais l'air d'une décoration de Noël qui se serait battue avec un farfadet. Mais je l'ai porté quand même, parce que c'est ce que je faisais. Je jouais le rôle du mari protecteur et un peu à l'ouest. Sauf que cette nuit-là devait être spéciale pour une autre raison. Après 6 ans de dissimulation, j'avais enfin décidé de tout déballer. J'avais les titres de propriété dans ma poche et tout un discours de prêt sur la façon dont nous avions bâti ce succès ensemble. Je l'avais même écrit sur des fiches et je m'étais entraîné devant le miroir de la salle de bain, comme si je recevais un prix. Je m'imaginais ce moment génial où j'annoncerais à la fête que l'investisseur mystère dont tout le monde parlait, c'était moi. Et Jennifer réaliserait que son plus grand fan était à ses côtés depuis le début. Des larmes, des câlins, peut-être même des applaudissements. Ça allait être parfait. Je suis arrivé sur les lieux vers 19 h et je suis parti chercher Jennifer. Avant que la fête ne commence, elle m'avait envoyé un SMS pour me demander de la rejoindre un instant dans le bureau du fond. En m'approchant, j'ai entendu des voix à travers la porte qui était entr'ouverte. J'allais frapper quand j'ai entendu la voix de Jennifer, et quelque chose dans son ton m'a glacé sur place. « Il ne capte vraiment rien », disait-elle en riant. Pas un rire affectueux, mais un rire froid et tranchant. Franchement, je ne sais même pas comment il arrive à s'habiller tout seul. Le mec pense que les magasins de déstockage, c'est le summum du shopping. Ma main s'est figée. C'était la voix d'un homme qui répondait. Tyler, son vice-président des opérations. C'était le genre de type qui mettait tellement de gel que son crâne ressemblait à un miroir. « Il ne soupçonne rien pour nous ?» a demandé Tyler. « Soupçonner quoi ?» a répliqué Jennifer, et je pouvais deviner son sourire narquois. « Tyler,
Il porte une cravate ce soir parce que je lui ai dit qu'elle lui allait bien. Mais honnêtement, on dirait le fruit des amours entre un sapin de Noël et un nain de jardin. Il n'a aucune notion de la vraie richesse ou de la sophistication. Il fait ses courses chez Target toutes les semaines. Il s'excite devant le rayon des promos comme si c'était une chasse au trésor. Il n'a aucune idée de ce qui se passe. Je suis resté là, dans le couloir, mon discours en train de se froisser dans ma poche, à écouter ma femme se foutre de ma gueule avec un autre mec. Les bruits de la fête nous parvenaient depuis la salle de bal, des chants de Noël et les rires de gens qui n'avaient aucune idée de ce qui se jouait dans ce couloir sombre. Tyler a ricané, un son suffisant qui m'a donné envie de lui en coller une. « Alors, quand est-ce que tu vas vraiment le quitter ?»« Bientôt, » a dit Jennifer comme si ce n'était rien. « Peut-être dans 6 mois, peut-être moins. J'ai juste besoin de boucler 2 ou 3 détails. L'entreprise est stable maintenant, les comptes sont là où ils doivent être, et mon avocat a trouvé des failles dans ce simulacre de contrat de mariage qu'il m'a fait signer. Ce truc est si mal écrit qu'un avocat débutant pourrait s'y engouffrer comme dans un moulin. Une fois que j'aurai déposé la demande, je récupère la moitié de tout, plus la boîte. Comme c'est moi qui la gère, il ne verra rien venir. Mes jambes ont failli se dérober. 6 mois. Elle avait un plan. Ce n'était pas un coup de tête ou une erreur. Elle avait tout planifié, tout calculé comme une transaction commerciale, probablement avec des tableurs Excel. La voix de Tyler a baissé d'un ton, devenant intime. Et on pourra enfin être ensemble. Plus besoin de se cacher, a confirmé Jennifer. Plus besoin de faire semblant d'être marié à un type qui pense que Buffalo Grill est le comble du chic et qui n'a aucune ambition au-delà de son petit boulot de consultant assommant. On sera libre. J'ai fini par jeter un œil par l'entrebâillement de la porte. Jennifer et Tyler étaient sur le canapé de son bureau, beaucoup trop proches. Sa main était sur sa cuisse, son bras à lui autour de ses épaules. Ils ne faisaient rien de concret, mais leur langage corporel hurlait l'intimité. Sa façon de se blottir contre lui, ses gestes familiers, l'aisance de 2 personnes qui s'étaient déjà fréquentées. C'était flagrant. Je me suis reculé, le cœur battant si fort que j'ai cru m'évanouir. Les bruits de la fête flottaient dans le couloir, ses voix joyeuses et ses musiques de Noël. J'avais l'impression que tout cela se passait dans un autre monde. Les fiches dans ma poche, avec mon discours sincère sur le partenariat et l'amour, m'ont soudain paru peser 1 tonne. Je suis retourné dans la salle de bal, hébété. J'ai pris un verre à un serveur, un truc fort qui m'a brûlé la gorge, et j'ai essayé d'encaisser ce que je venais d'entendre. La salle était décorée de ces guirlandes lumineuses hors de prix et de sculptures de glace, tout suintait l'excès des fêtes. Les gens discutaient, riaient, s'amusaient, sans se douter 1 seconde que mon monde venait de s'effondrer. Mais au lieu de les confronter ou de m'effondrer, quelque chose de froid et de calculateur s'est mis en place dans mon cerveau. J'avais des informations qu'ils ignoraient, des ressources qu'ils ne pouvaient imaginer, et j'avais le temps de planifier quelque chose de mieux qu'une scène de ménage devant tout le monde. J'ai attendu environ 15 minutes, sirotant mon verre en surveillant la porte. Jennifer et Tyler ont fini par sortir, impeccables tous les deux. Aucune trace de ce qui venait de se passer. Jennifer m'a vu et s'est approchée, tout sourire, m'embrassant sur la joue comme si de rien n'était. « Te voilà ?» dit-elle d'un ton enjoué. Tyler et moi discutions des projections trimestrielles. « C'est assommant, je sais, mais il faut bien parler boulot, même en soirée. » J'ai souri et j'ai hoché la tête, jouant mon rôle. Je ne raterai ça pour rien au monde. Le reste de la fête fut un supplice. J'ai regardé Jennifer faire le tour de la salle, rire avec les membres du conseil d'administration, bavarder avec les investisseurs, tandis que Tyler gravitait autour d'elle comme un satellite trop apprêté. Chaque rire, chaque contact, chaque regard complice entre eux agissait comme du papier de verre sur mes nerfs. Nous sommes rentrés vers minuit dans sa Mercedes, celle qu'elle pensait avoir obtenue grâce à un super contrat de leasing, mais qui provenait en réalité d'un compte que je contrôlais. Elle a passé tout le trajet à envoyer des messages, essayant de se cacher, inclinant son téléphone pour que je ne voie rien. Toutes les quelques secondes, l'écran s'allumait et elle souriait aux messages reçus. Je n'avais pas besoin de voir l'écran pour savoir que c'était Tyler.
Quand nous sommes arrivés dans notre maison, cette demeure minimaliste et moderne avec des meubles de prix et de l'art abstrait qui coûtait plus cher que la voiture de la plupart des gens, Jennifer est allée directement se coucher. Elle était épuisée, disait-elle, par tout ce réseautage. Je lui ai dit que je montais dans 1 minute, que j'avais juste besoin d'un verre d'eau. C'est là que j'ai vu son sac sur le comptoir de la cuisine, resté ouvert. Et dépassant de son portefeuille et de sa trousse de maquillage, il y avait un papier avec le logo d'un hôtel. Je l'ai sorti. Une facture du Ritz-Carlton datée de 3 jours plus tôt. Les 3 mêmes jours où Jennifer m'avait dit qu'elle était en réunion stratégique intensive avec des investisseurs potentiels. Les 3 mêmes jours où elle était rentrée tard, l'air fatiguée mais satisfaite. Le détail de la facture m'a soulevé le cœur. Suite de luxe pour 2 nuits, 1200 $. Service d'étage avec champagne et huîtres, 350 $. Petit déjeuner en chambre pour 2, 120 $. Dîner en chambre pour 2, 380 $. Soins au spa avec massage en duo, 600 $. Frais de minibar, 75 $. En bas, dans les informations clients, il était écrit « Jennifer Martinez est invitée ». Elle avait littéralement inscrit Tyler comme « invité », comme s'il s'agissait d'un simple associé, au lieu du type avec qui elle couchait manifestement dans une suite de luxe, le tout débité sur une carte de crédit que je payais sans le savoir. Je me tenais là, il était presque 1 heure du matin, ce reçu d'hôtel à la main, et je me suis mis à rire. Pas un rire sain, mais ce genre de rire qui survient quand votre cerveau court-circuite et n'arrive pas à décider s'il doit pleurer ou hurler. Jennifer m'avait dit qu'il s'agissait de réunions stratégiques. Je l'avais encouragée à prendre son temps, à faire tout ce qu'il fallait pour conclure les contrats. Je lui avais même suggéré de commander un room service plutôt que de chercher des restaurants tard le soir. J'ai pris des photos du reçu sous tous les angles, m'assurant de capter chaque détail. Puis je l'ai soigneusement remis dans son sac à main, exactement là où je l'avais trouvé. Au cours des 2 semaines suivantes, je suis devenu un détective au sein de mon propre mariage. J'ai commencé à fouiller dans les affaires de Jennifer quand elle n'était pas là, accédant à des comptes sur lesquels j'avais des droits d'administrateur, mais que je n'avais jamais pris la peine de vérifier. Ce que j'ai découvert était pire que tout ce que j'avais imaginé. J'ai déniché un compte bancaire secret qu'elle avait ouvert dans une agence à l'autre bout de la ville, il y a environ 3 ans. Elle lui avait donné un nom innocent, Épargne personnelle, JM. Y accéder fut d'une facilité déconcertante, puisque j'avais configuré tous nos systèmes bancaires des années auparavant avec des privilèges d'administrateur complet. Le solde s'élevait à plus de 240 000 $. J'ai retracé chaque transaction. Depuis 3 ans, elle siphonnait l'argent de nos comptes joints. De petites sommes au début, 1000 par-ci, 5000 par-là. Le tout libellé comme « épargne personnelle » ou « fonds d'urgence ». Mais les retraits racontaient la véritable histoire. Il y avait des frais d'hôtel de luxe toute l'année. Pas seulement le Ritz, mais le Four Seasons, le Waldorf. Des endroits hors de prix où elle et Tyler jouaient au petit couple pendant que j'étais coincé à la maison, persuadé que ma femme travaillait tard. Des achats de bijoux aussi. Des pièces que je ne l'avais jamais vues porter. Des cadeaux pour Tyler, probablement. Des additions de restaurants qui n'affichent même pas les prix. Puis j'ai trouvé les paiements à son avocate. Des honoraires mensuels remontant à 18 mois, versés à une certaine Patricia Blackwood. Je l'ai cherché sur Google. Avocate spécialisée en divorce. Experte des dossiers à gros enjeux financiers. Des avis dithyrambiques de femmes qui avaient plumé leur mari. Un avis disait « Patricia a trouvé des failles dont j'ignorais l'existence et m'a obtenu tout ce que je méritais. » 5 étoiles. Ainsi, Jennifer consultait une avocate depuis au moins 1 an et demi, peut-être plus, pendant que je jouais les maris attentionnés et que je finançais toute sa vie. Mais le vrai bouquet? Son stockage en ligne. Elle utilisait le cloud que j'avais configuré pour nous deux, j'y avais donc un accès total. J'ai trouvé un dossier intitulé « Projet d'avenir ». À l'intérieur, un PowerPoint exposant sa stratégie post-divorce comme un plan d'affaires. Diapositive 1, projection financière, son estimation du règlement. Totalement irréaliste, soit dit en passant, les revenus prévus de l'entreprise qu'elle pensait gagner et un plan sur 5 ans pour son propre empire. Diapositive 2, partage des actifs. Tout y était listé.
La maison, les voitures, l'entreprise. Des points clés sur la manière dont elle argumenterait pour chacun, revendiquant un attachement émotionnel pour des choses qu'elle n'avait jamais payées. La troisième diapositive s'intitulait « Nouveaux objectifs de vie ». Celle-là était spéciale. Des photos des maisons qu'elle voulait, des vacances qu'elle souhaitait prendre, et une flopée de photos de Tyler avec son air suffisant. Sur l'une d'elles, on lisait « Partenaire de crime et de vie » avec un cœur. J'ai pris des captures d'écran, téléchargé les fichiers, transféré les dossiers vers une adresse email sécurisée dont j'étais le seul à avoir l'accès. J'ai construit une piste numérique. Facture d'hôtel, transfert bizarre, paiement à l'avocate, le PowerPoint. Tout était documenté et horodaté. Quand j'eus fini, il était presque 4 heures du matin. Mes yeux me brûlaient, j'avais mal au dos. Mais j'avais tout. Les preuves de l'infidélité et des mensonges financiers. J'ai appelé mon avocat, Harold Stevenson. Il gérait mes affaires depuis 15 ans. Harold avait la soixantaine, l'allure d'un grand-père sympathique avec ses cheveux blancs et son visage bienveillant. Mais c'était l'un des avocats spécialisés en divorce les plus impitoyables du pays. Rien que décrocher le téléphone coûtait 1 000 $. « C'est le moment », ai-je dit quand il a répondu. « Je dois vous voir aujourd'hui. » Je l'ai retrouvé en ville, sol en marbre, réceptionniste intimidante. Son bureau était au 15e étage, avec vue sur la ville. Je lui ai tout montré. Les reçus d'hôtel, le compte bancaire secret avec ses 240 000 $, les voyages, les paiements à Patricia Blackwood. Quand j'en suis arrivé au PowerPoint, Harold a éclaté de rire. « Elle a fait un PowerPoint sur son divorce ?» a-t-il dit en secouant la tête. « Des graphiques, une chronologie, des photos de son amant ?» Je fais ce métier depuis 40 ans, je n'ai jamais rien vu de tel. Puis il a sorti notre contrat de mariage. Celui que Jennifer considérait comme son ticket d'entrée vers l'argent facile. « Laissez-moi vous rappeler ce que nous avons réellement signé », a-t-il dit. Le contrat avait l'air amateur, comme un modèle trouvé en ligne, des fautes de frappe intentionnelles, des formulations bizarres, des clauses qui semblaient fragiles. L'avocat de Jennifer lui avait probablement dit qu'il était plein de failles. Mais Harold m'expliqua que chaque clause apparemment faible était blindée par des sous-clauses et des précédents juridiques. Chaque erreur était délibérée, chaque faille était un piège. Il l'avait conçu pour que Jennifer se croie plus maligne que moi, tout en le rendant parfaitement inattaquable. Elle s'imagine sans doute que cette clause de partage des biens signifie qu'elle récupère la moitié de tout ce que nous avons acquis pendant le mariage, dit Harold en désignant un passage confus. C'est l'impression que ça donne, mais nous avons les documents qui fixent les conditions. Plus précisément, tout ce qui a été acheté avec de l'argent d'avant le mariage, c'est-à-dire tout, est exclu. Le contrat de mariage stipulait qu'en cas de divorce, Jennifer repartait avec ce qu'elle possédait en arrivant. Environ 47 000 $ d'économie et une voiture d'occasion. Tout le reste, la maison, les voitures, les bijoux, l'entreprise, m'appartenait. Et une clause annulait toute indemnité en cas d'infidélité, de mensonges financiers ou de déclaration frauduleuse de patrimoine. J'avais des preuves pour les trois. « Elle est en contact avec Patricia Blackwood ?» demanda Harold. J'acquiesçai. Il eut un sourire de loup. « Cette femme n'est que de l'esbrouf. Elle persuade ses clients qu'ils vont décrocher le gros lot. Mais elle n'a jamais affronté quelqu'un qui s'était réellement préparé. Dès que votre femme essaiera d'utiliser ses failles, elles se refermeront sur elle comme des pièges à loups. Elle n'aura rien, on avait un plan. » L'entreprise de Jennifer organisait son gala annuel dans 2 semaines. Un événement majeur. Tout le conseil d'administration, les investisseurs et les employés seraient là. Jennifer devait prononcer un discours, remercier tout le monde pour le succès de la boîte et surtout l'investisseur secret qui avait tout rendu possible. « Je veux tout déballer là-bas », dis-je à Harold, assez fort pour que n'importe qui puisse m'entendre. « Je veux que tout le monde sache qui possède vraiment l'entreprise, qui paie pour tout ça depuis des années, et ce que Jennifer fabrique en douce. » Harold me jaugea du regard. « Vous êtes sûr de vous ? Il n'y aura pas de retour en arrière, vous le savez. Votre mariage est fini, votre secret est éventé, et la réputation de votre femme, elle sera réduite en cendres. » « L'option nucléaire ? Ouais, j'en suis sûr, répondis-je sans hésiter.
Ça fait genre 18 mois qu'elle complote pour m'entuber. Je ne fais que la griller au poteau. Ces 2 semaines me parurent durer une éternité. Je devais continuer à jouer le mari crédule, tout en sachant ce qui se préparait. Je faisais le café chaque matin, je lui demandais comment s'était passée sa journée, j'écoutais ses jérémiades sur le boulot et le conseil d'administration, tout en comptant les jours jusqu'au grand déballage. Jennifer était à fond dans son rôle de PDG, en plein préparatif pour le gala. Elle changea le plan de table 1 million de fois, s'obséda pour le moindre détail, répéta son discours sans arrêt. Elle planifiait son moment de gloire, à 1000 lieues de se douter que ce serait sa chute totale. Une nuit, durant ces 2 semaines, je l'ai même regardée dormir. Elle a murmuré le nom de Tyler. Juste son nom, d'un ton heureux et apaisé, comme si c'était mon nom qu'elle aurait dû prononcer. L'homme allongé juste à côté d'elle, celui qui possédait secrètement toute sa boîte et pouvait anéantir sa carrière d'un seul coup de fil. Enfin, le soir du gala arriva. L'endroit ressemblait à un Noël qui aurait vomi sur la cupidité des affaires, avec assez d'or pour ruiner un petit pays. Des sculptures de glace qui tenaient la route, cette fois, une fontaine de chocolat avec un foutu vigile pour empêcher les gens d'y tremper les mains, et des centres de table qui coûtaient plus cher qu'un loyer. Jennifer était superbe dans une robe verte qui avait dû coûter 10 000 $, parée des bijoux Cartier que je lui avais achetés et qu'elle croyait tenir de sa défunte grand-mère. Elle rayonnait de confiance, prête à remercier tout le monde pour son succès. Je portais un vrai costume cette fois, pas les trucs bas de gamme que je mettais d'ordinaire pour maintenir les apparences. C'était du Tom Ford, sur mesure. Il coûtait probablement plus cher que sa robe. Elle le remarqua mais se figura que je l'avais loué. « Tu es élégant », dit-elle, trop occupée à s'admirer. « Très festif. » La salle de bal était bondée, environ 200 personnes. Des membres du conseil, des investisseurs, des employés et leurs conjoints venus pour l'alcool gratuit et les petits fours de luxe. Je restais en retrait, regardant Jennifer faire son numéro comme une politicienne un soir d'élection, avec Tyler qui la suivait partout comme un petit chien. Vers 8 heures, les lumières tamisèrent et Jennifer monta sur scène. La foule fit silence, tous les regards braqués sur elle. Elle avait l'air sûre d'elle, l'image même de la PDG qui s'est faite toute seule et a bâti un empire à partir de rien. Sauf qu'elle l'avait bâti avec mon argent. « Bonsoir à tous », commença-t-elle, la voix forte et claire. « Merci d'être présents ce soir. Cette année a été incroyable. Le chiffre d'affaires a bondi de 40%, nous nous sommes étendus sur 3 nouveaux marchés et nous avons été reconnus comme l'une des entreprises à la croissance la plus rapide de notre secteur. » Applaudissements. Je repris une gorgée de ce bourbon qui coûtait plus cher à la goutte que la plupart des bouteilles de vin. Rien de tout cela n'aurait été possible sans notre équipe formidable, poursuivit Jennifer en désignant les employés. Votre dévouement, votre sens de l'innovation, votre quête de l'excellence, c'est ce qui fait l'âme de cette entreprise. Nouveaux applaudissements. Tyler rayonnait à sa table, tel un père fier au spectacle de l'école. Je tiens également à remercier nos investisseurs, dit Jennifer. On y est. Tout particulièrement notre investisseur principal, celui qui a cru en nous dès le début, qui a financé notre croissance, soutenu notre vision et rendu tout ceci possible. J'aurais aimé qu'il soit là ce soir pour que nous puissions les remercier en personne, mais il préfère rester anonyme. Alors, à notre mystérieux bienfaiteur, où que vous soyez, merci. Cette entreprise, ce succès, ce moment, tout cela, nous le devons à votre confiance. La foule applaudissait à tout rompre, gobant sans sourciller cette histoire de mystérieux bienfaiteur et de PDG parti de rien. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me diriger vers la scène. Les gens l'ont remarqué immédiatement. Les têtes se sont tournées. Des murmures ont commencé à circuler, la confusion gagnant la salle à mesure que le mari de Jennifer, celui qu'on croyait insignifiant, fauché et tout sauf riche, se frayait un chemin vers l'avant. Jennifer m'a vu arriver et son sourire a vacillé. Elle avait l'air perdue. Qu'est-ce que je fabriquais? Ce n'était pas prévu au programme. J'étais censé rester à l'arrière-plan, là où est la place des maris dévoués. J'ai monté les marches de l'estrade, le claquement de mes chaussures de luxe résonnant sur le bois. Jennifer s'est écartée du micro, totalement décontenancée.
Bonsoir à tous, ai-je lancé en saisissant le micro pour l'ajuster. Désolé de vous interrompre, mais j'ai une annonce à faire concernant l'investisseur anonyme dont Jennifer vient de parler. Un silence de mort s'est abattu sur la salle. On aurait entendu une mouche voler. Jennifer me fixait comme si j'avais soudainement muté. Cet investisseur, c'est moi, ai-je lâché en sortant une télécommande de ma poche. Harald avait assuré. L'écran derrière moi est passé du logo de l'entreprise à des documents officiels prouvant la structure de l'actionnariat. Propriétaire à 80%, fondateur et investisseur principal. C'était le cas depuis le premier jour. Des exclamations de stupeur ont parcouru la salle de bal. Sans rire, les gens haletaient comme devant un épisode de feuilleton télé. C'était magnifique. Et Jennifer? J'ai jeté un coup d'œil à ma femme, qui était devenue livide sous son maquillage. C'est moi qui paie ton salaire, ton poste prestigieux, et ton aventure avec Tyler, juste là, qui dure depuis 6 ans. Nouvelles exclamations. Tyler s'est littéralement étouffé avec son champagne. Jennifer ouvrait et fermait la bouche comme un poisson hors de l'eau. Alors, en réalité, j'ai cliqué sur la diapositive suivante, affichant la facture du Ritz-Carlton dans toute sa splendeur. Quand vous remerciez l'investisseur anonyme, c'est votre mari que vous remerciez. Celui que tu traites d'abruti. Celui que tu crois réduit à faire ses courses chez Target parce qu'il est fauché. Celui dont tu comptais divorcer après l'avoir dépouillé de tout. J'ai cliqué à nouveau. Son propre PowerPoint est apparu. Graphique, chronologie et photos de Tyler avec les légendes « Complice » et « Ma vie ». La salle a littéralement explosé. Les gens se sont levés, les téléphones ont été dégainés. Les membres du conseil d'administration tentaient de calmer le jeu pendant que tous les autres digéraient l'info. C'était le chaos. Jennifer a fini par articuler. « Tu n'as pas le droit de faire ça. » « Oh, que si !» ai-je répondu d'un ton calme et posé, ma voix résonnant toujours dans les haut-parleurs. Et je l'ai fait. « Joyeux Noël, chérie. Considère ceci comme ton cadeau. La vérité. Il s'avère que ton mari débile finançait en fait toute ta vie pendant que tu complotais pour l'entuber. » Je lui ai tendu le micro. Nos mains se sont effleurées une seconde. Elle tremblait. Tyler essayait de s'enfoncer dans son fauteuil pour disparaître. La foule devenait dingue et, au fond, j'ai vu Harald qui tenait les papiers du divorce, prêt à intervenir. À l'instant même où je suis descendu de cette scène, je me suis senti mieux que durant mes 6 années de mariage. Les retombées ont été massives et instantanées. Dès le lendemain matin, l'histoire faisait la une de tous les sites économiques. Une PDG prise en flagrant délit d'adultère, scandale, et un magnat de la tech démasque sa femme infidèle lors d'un gala de Noël. Les titres s'enchaînaient. Le visage de Jennifer était partout. Pas ses portraits officiels parfaits, mais des captures d'écran du gala, le visage figé par le choc. Les agents fédéraux ont débarqué à son bureau dès 9 heures du matin. Il se trouve qu'utiliser l'argent de l'entreprise pour financer ses amours et piocher dans les comptes, c'est assez grave. Le FBI ne plaisante pas avec ce genre de choses. Tyler a démissionné sur le champ, envoyant un mail paniqué à 6 heures du matin, invoquant des « raisons personnelles ». Quelqu'un l'a vu charger des cartons dans sa voiture, en pleurs. Et pour une fois, il n'était pas coiffé à la perfection. Quelqu'un a filmé la scène, et c'est devenu viral. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Les membres du conseil voulaient des réunions. Les vrais investisseurs voulaient des réponses. Les employés voulaient savoir s'ils avaient toujours un emploi. C'était le cas. Je n'étais pas un monstre, je voulais juste me venger de ma femme infidèle. J'ai même versé de grosses primes à tout le monde. Une fois le calme revenu, Harald est passé à mon penthouse, celui que Jennifer croyait appartenir à un autre investisseur, mais qui était bien le mien, avec l'air d'avoir décroché le jackpot. « Les papiers du divorce ont été signifiés ce matin », a-t-il annoncé. Elle a essayé de les refuser, mais ça ne marche pas comme ça. Elle est officiellement en instance de divorce, inculpée pour vol et fait l'objet d'un audit fiscal. Le divorce s'est déroulé exactement comme Harald l'avait prédit. Le contrat de mariage était en béton armé. Chaque faille que Jennifer pensait avoir trouvée était en réalité un piège qui s'est refermé sur elle dès qu'elle a tenté de l'utiliser.
Elle est repartie avec pratiquement rien, juste ce qu'elle possédait 6 ans plus tôt. J'ai tout gardé, l'entreprise, la maison, tout l'argent. Jennifer m'a envoyé quelque chose comme 47 SMS et m'a appelé une centaine de fois. Ces messages vocaux passaient de la colère aux supplications, puis des menaces aux pleurs, avant de revenir à la colère. Je n'ai répondu à aucun. Je les ai simplement transférés à Harald, qui les a ajoutés à la pile de preuves. 6 mois plus tard, je donnais un discours lors d'une conférence d'affaires à Singapour. Ma vie avait radicalement changé. Fini de cacher qui j'étais ou de faire semblant d'être fauché. Fini de m'effacer pour qu'une autre puisse se sentir importante. Sous sa nouvelle direction, l'entreprise cartonnait. J'avais embauché des gens brillants qui méritaient d'être là. En sortant après mon intervention, qui avait reçu une standing ovation de 2000 personnes, j'ai aperçu Jennifer devant un tribunal, de l'autre côté de la rue. Elle n'avait plus rien de la PDG que j'avais épousée. Ses cheveux étaient en bataille, attachés en une simple queue de cheval. Ses vêtements faisaient bon marché et elle avait l'air totalement brisée. Nos regards se sont croisés et j'ai vu ses lèvres bouger. Même de si loin, j'ai pu lire ces mots. « Tu as tout gâché ». Je me suis approché d'un pas lent et assuré pour m'arrêter à quelques mètres d'elle. « Non », ai-je répondu d'une voix calme mais ferme. « J'ai juste montré à tout le monde ce qui était déjà là. C'est toi qui as tout gâché le jour où tu as décidé que j'étais trop bête pour remarquer ce que tu manigançais dans mon dos. Tu as fait tes propres choix, Jennifer. Tu as planifié ça pendant au moins 18 mois. Tu t'es moqué de moi, tu m'as trompé, et tu as essayé de me détruire. Je t'ai simplement arrêté avant que tu ne puisses finir ton travail. » Puis je lui ai tourné le dos pour rejoindre ma voiture, la laissant plantée là, sur ses marches. Avec le recul, je sais que mon approche n'était pas parfaite non plus. Dissimuler ma véritable identité et l'ampleur de ma fortune, même si je pensais le faire pour les bonnes raisons, était un mensonge qui a tout empoisonné dès le départ. On ne bâtit pas une relation authentique sur des mensonges, peu importe la noblesse de ses intentions. J'aurais dû être franc avec elle dès le début sur qui j'étais et ce que je possédais. Mais découvrir que, pendant que j'aidais secrètement ses rêves à devenir réalité et que je la tirais vers le haut, elle complotait en secret pour m'anéantir et me dépouiller, eh bien, cela m'a prouvé que notre relation était irrémédiablement brisée. Ce n'était pas juste une liaison, elle avait un foutu business plan pour divorcer, avec slides PowerPoint et projections financières à la pluie. Tout ce gâchis m'a appris que les relations exigent une honnêteté totale dès le premier jour, même si l'on pense protéger l'autre ou l'aider à poursuivre ses ambitions. Parfois, la personne pour qui vous vous pliez en quatre est en fait celle qui travaille contre vous depuis le début, calculant comment vous prendre tout ce que vous avez. La vie a une drôle de façon de vous montrer la vérité, généralement de la manière la plus spectaculaire possible. Pour moi, par exemple, ça s'est passé sur scène, devant 200 personnes lors d'un gala de Noël, avec toutes les preuves affichées sur écran géant et le visage de ma femme figé par le choc alors que son monde volait en éclats. Mais je vais mieux, maintenant. L'entreprise tourne à merveille, je suis enfin moi-même, et j'ai tiré de dures leçons sur la confiance, les mensonges et ce qui compte vraiment dans un couple. Parfois, le plus beau cadeau que l'on puisse faire à quelqu'un, c'est la vérité, même si elle détruit tout ce qu'il croyait réel.